Bonjour à tous, je m'appelle Marlène Chérouz, je suis docteur en ergonomie depuis tout récemment en fait, puisque j'ai soutenu ma thèse cette année en juin à l'Université de Toulouse. Je vous remercie pour l'invitation à cette journée. Je remercie tous les membres du comité scientifique et du comité d'organisation. Alors ma présentation, elle est intitulée «Engager les acteurs d'un service de soins dans la conception du travail en horaire atypique, une démarche en faveur de la qualité de vie au travail». Donc, c'est de ma thèse dont il s'agit, c'est de ma thèse dont je vais vous parler aujourd'hui, autour de 4 axes principaux. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, je commencerai par vous présenter le contexte local et théorique de la thèse. J'aborderai ensuite les objectifs de la présentation. Je présenterai quelques résultats. La méthode d'abord, les résultats, et puis je discuterai un petit peu les résultats avant de proposer quelques perspectives. Alors moi, j'ai réalisé ma thèse dans une clinique privée à Toulouse. Et la demande de la direction, au départ, c'était de concevoir une organisation temporelle du travail dite innovante. Alors l'idée de départ, c'était un planning flexible et personnalisable, c'est-à-dire que plutôt que de subir l'organisation de son temps de travail, le soignant en deviendrait l'acteur en choisissant lui-même les meilleurs arrangements entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc, un tel système pourrait avoir des effets positifs sur la qualité de vie au travail, notamment, et pourrait ainsi diminuer l'absentéisme et le turnover, sachant que pour la direction des ressources humaines de cette clinique, la réduction de l'absentéisme et du turnover était une vraie priorité. Selon les derniers rapports d'activité et de responsabilité sociétale de cette clinique, l'établissement a orienté sa politique vers la qualité de vie au travail, une condition qui était jugée indispensable selon la direction à l'attractivité et à un engagement durable du personnel soignant. C'est pourquoi, face à l'augmentation de l'absentéisme et du turnover chez les personnels soignants dans cette clinique, mais aussi face à la concurrence avec les autres établissements de la région, eh bien, cette clinique, elle prônait l'innovation pour se démarquer et se pérenniser. C'est-à-dire que la remise en question, le changement de pratique, l'expérimentation de nouvelles initiatives étaient attendues à des niveaux à la fois techniques, social, environnemental ou organisationnel. Donc moi, à partir du terme innovation, de ce fameux terme, j'ai investigué les enjeux de la demande, mais aussi la littérature scientifique, et j'ai découvert un courant de recherche qui s'inscrit dans les sciences économiques, les sciences politiques, les sciences de gestion et la sociologie. Et selon ce courant, la conception du temps de travail peut être considérée comme une innovation sociale de par ses effets positifs sur la conciliation entre les vies professionnelles et privées. Alors, les horaires flexibles ou le temps partiel en sont des exemples concrets. Ça signifie que l'innovation sociale, elle peut se situer dans de nouveaux horaires, c'est-à-dire finalement dans le contenu des solutions retenues. Mais en fait, l'innovation sociale, elle peut aussi se situer dans la façon de créer les solutions, donc dans le processus de création des solutions. Ce processus, il doit rassembler au moins 2 conditions. D'abord, la participation des acteurs concernés, qui permet l'appropriation des solutions qui vont être créées, et la coopération d'une diversité d'acteurs qui permet de confronter les points de vue et de créer une vision commune des problématiques, de leurs causes et des solutions possibles. En ergonomie, une approche particulière des temps de travail a été modélisée. Et selon cette approche, les effets d'un système horaire, de n'importe quel système horaire finalement, sont déterminés par par tous les facteurs qui composent la situation et qui sont liés à l'individu d'une part et au travail d'autre part. Dans les facteurs liés à l'individu, on retrouve par exemple son état de santé, son âge, sa vie familiale, son mode de transport, la distance du logement, etc. Alors que dans les facteurs liés au travail, on va retrouver les paramètres du système horaire, les conditions d'exécution du travail, les salaires, les primes, etc., etc. La moindre transformation de l'un de ces facteurs peut finalement bouleverser son équilibre avec tous les autres et modifier complètement les effets du système horaire. C'est pourquoi la conception du temps de travail, elle ne va jamais se limiter à un seul changement des horaires et doit toujours s'accompagner d'une véritable réflexion sur la réalité du travail que ces horaires encadrent. Elle doit aussi être négociée et construite de façon participative avec les salariés concernés pour choisir le compromis le plus acceptable. En ergonomie, le principe d'engager des acteurs aux statuts et aux logiques professionnelles différentes dans le processus de conception
est largement admis, et ce depuis longtemps. Alors, l'animation du dispositif, elle peut reposer sur des objets intermédiaires. Les objets intermédiaires, ils permettent de formaliser l'état momentané du processus de conception. Ils peuvent donc incarner une base de travail commune et provisoire qui puisse être exposée à l'ensemble des acteurs. En ergonomie et dans les démarches de conception, les objets intermédiaires peuvent être associés à des plans, des schémas, des maquettes. Ils permettent de concrétiser les discussions et les débats entre les acteurs de la situation de travail. Parfois, ils constituent des supports de simulation. Alors, la simulation, c'est une méthodologie qui permet de confronter les solutions à la réalité du travail, de co-construire les conditions du travail futur, de révéler la diversité des points de vue, de discuter les règles de l'organisation et d'aider les acteurs à s'approprier les solutions. On peut se dire que pour concevoir une nouvelle organisation temporelle du travail, eh bien, la simulation organisationnelle peut être une méthodologie pertinente. Alors, dans ce contexte local et théorique, notre premier objectif dans cette présentation, c'est de montrer que les problématiques qui sont liées au système horaire, elles sont interdépendantes avec les problématiques qui sont liées à la réalité du travail que ces horaires encadrent. C'est pourquoi la conception de nouveaux horaires ne peut aboutir sans une réflexion conjointe sur la réalité du travail. C'est indissociable. Le second objectif de cette présentation est de montrer que la conception de nouveaux horaires est l'occasion de rassembler les acteurs et leurs différentes logiques professionnelles dans une discussion sur la réalité du travail. Et cette discussion, qui va être soutenue par les objets intermédiaires, va permettre de négocier les conditions du travail futur, mais aussi de révéler aux uns et aux autres les conditions du travail actuel. Alors, attendez, petit problème technique. Est-ce que vous voyez toujours le diaporama? Non, il a disparu. Il a disparu. Arrêter le partage et repartager. Alors, je ne sais pas si je partage toujours mon écran là. Alors, excusez-moi, je recommence. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, Bon, petit problème technique. Donc, j'en étais au troisième objectif. Est-ce que ça fonctionne? Oui, le troisième objectif qui est de montrer que la participation des médecins à cette discussion va être indispensable pour concrétiser les solutions et pour convertir leurs conditions de réussite en de nouvelles règles. En effet, on sait que l'organisation du travail en service de soins est généralement orchestrée par les médecins. C'est-à-dire que dans le système hospitalier, on a plusieurs sous-systèmes, par exemple le service de soins, mais aussi la cuisine, le laboratoire, la radiologie, etc. Et ces sous-systèmes sont réglés par des horloges distinctes et qui s'accordent les unes avec les autres. Et bien souvent, l'horloge des médecins domine les horloges de tous ces sous-systèmes. Alors, la thèse, elle s'est déroulée dans un service de pneumologie où les soignants travaillaient en horaire de 12, c'est-à-dire avec une équipe de jour et une équipe de nuit qui travaillaient chacune 11 à 12 heures d'affilée et qui alternaient en continu. La méthodologie, elle s'est décomposée en 4 phases. Alors, le diagnostic de la situation de travail initiale, il s'est basé sur plusieurs méthodes. Une consultation des fiches de poste, une récolte de données chiffrées sur les horaires d'entrée et de sortie des patients, des recueils d'observations sur le travail des uns et des autres, des entretiens et des questionnaires. Ces objectifs étaient d'identifier les problématiques saillantes de la situation de travail initiale et de les articuler avec la littérature scientifique pour formuler un premier volet de solutions. Pour construire le diagnostic partagé et projeter les solutions, 2 groupes de travail ont été constitués. Des groupes terrain qui concevaient et projetaient les solutions et des groupes décisionnaires qui sélectionnaient et validaient ou non ces solutions. Il y a eu des allers-retours entre ces 2 types de groupes pour réajuster ou éliminer les solutions au fil de la démarche. Les participants des groupes terrain pouvaient être des soignantes. Alors, quand je dis soignantes, j'entends infirmières, aides-soignantes et hôtelières, les agents de service, des médecins, des cadres et des secrétaires. Les participants des groupes décisionnaires pouvaient être des soignantes, des médecins, des cadres, des membres de la direction et des délégués du personnel. La projection des solutions, elle s'est basée sur l'animation de 8 groupes terrain et de 5 groupes décisionnaires
Et l'animation des 8 groupes terrain, c'est elle-même basée sur des objets intermédiaires. Alors, il y avait les maquettes spatiales, qui étaient des représentations du service de pneumologie à échelle réduite et sur lesquelles les participants déplaçaient généralement des jetons, des figurines. Les maquettes temporelles, qui étaient des frises chronologiques géantes sur lesquelles les participants déplaçaient des postes, des tâches, des curseurs. Les maquettes cognitives, qui étaient des représentations de raisonnement, en fait, qui étaient associées aux solutions projetées, traitées dans la séance, et sur lesquelles les participants inscrivaient leurs idées. Et enfin, des extraits du réel, qui étaient des outils ou des enregistrements du travail, par exemple des feuilles de transmission, des listes de patients, des enregistrements de transmission orale. Donc, des extraits du réel qui étaient manipulés ou commentés par les participants selon des consignes précises. Les échanges qui ont eu lieu dans les 8 groupes terrain ont été enregistrés et retranscrits intégralement. Les enregistrements ont été codés sur un logiciel qui s'appelle Actograph et qu'on utilise beaucoup en ergonomie pour relever les verbalisations du travail actuel. Donc, par exemple, j'écoutais l'enregistrement, j'avais tout un protocole avec plusieurs boutons activés. Et pour donner un exemple, j'activais le bouton contrainte dès lors qu'un participant se mettait à décrire aux autres participants un manque de temps, un manque de moyens humains ou techniques, un manque d'autonomie, bref, une contrainte qui impactait son travail. Pour relever les conditions de réussite des solutions qui étaient verbalisées par les participants, les retranscriptions de tous les groupes terrain ont fait l'objet d'une analyse thématique de contenu. Donc, en fait, j'ai identifié une condition de réussite quand un participant verbalisait une obligation ou la nécessité d'un changement dans la situation de travail pour que la solution puisse finalement fonctionner dans le futur. Pour reconstituer le cheminement des solutions au fil des groupes terrain et des groupes décisionnaires, plusieurs matériaux ont fait l'objet d'une analyse qualitative, notamment les photographies des séances, les photographies des objets intermédiaires qui avaient été manipulés, les notes que je prenais pendant la séance et les comptes rendus des séances qui étaient envoyés ensuite aux participants. Et dans ces matériaux, toutes les données indiquant que les solutions étaient validées, réajustées sous conditions ou éliminées ont été extraites, ce qui nous a permis de les analyser et de reconstituer leur cheminement au fil des groupes, toujours sur le logiciel Actograph. Enfin, les solutions retenues ont été testées et évaluées sur une période de 3 mois. Et plusieurs méthodes ont été déployées. Alors, à nouveau, une récolte de données chiffrées dans le contrôle de gestion sur les horaires de sortie, une grille d'observation, des entretiens rétrospectifs avec les personnels soignants et des questionnaires en ligne. Les objectifs de cette dernière phase étaient d'évaluer la concrétisation des solutions, leurs effets et l'ensemble de la démarche. Alors, concernant, je vais vous donner quelques exemples de résultats. Donc, le diagnostic de la situation initiale, première phase, il a révélé 5 problématiques et l'une d'elles était liée aux horaires. Il se trouvait que les infirmières arrivaient plus tôt et partaient plus tard pour prolonger le chevauchement jour-nuit, dont la durée officielle était de 15 minutes, ce qui n'était pas adapté à la durée réelle de leur transmission orale. Il était nécessaire de prolonger le chevauchement avec la solution suivante, avancer le poste de l'infirmière de jour pour créer un nouveau chevauchement de 30 minutes et non plus de 15 minutes. Alors, cette solution, elle s'annonçait difficile à cause de 2 autres problématiques liées à la réalité du travail. L'une d'elles était liée au flux de patients. En fait, l'après-midi, les patients entrants étaient placés trop tard dans les lits en fin de journée parce que ces lits étaient eux-mêmes libérés trop tard par les patients sortants. Et l'autre problématique, elle était plutôt liée à la coordination des médecins, puisque les moments où ils identifiaient les patients sortants et où ils formulaient des prescriptions étaient trop imprévisibles. Alors, pour concrétiser la solution d'avancer le poste de l'infirmière de jour, pour prolonger le chevauchement jour-nuit, plusieurs conditions de réussite ont été posées au fil des groupes terrain. Dans le groupe terrain 1, par exemple, les infirmières de jour ont posé une première condition, avancer l'arrivée des entrées. L'après-midi, ce qui devrait permettre d'avancer la visite des médecins et donc le relevé de leurs prescriptions. Dans le groupe terrain 4, les médecins ont confirmé que l'avancée des prescriptions dépendait finalement de l'avancée des entrées. Et pour celle-ci, 4 nouvelles conditions ont été négociées. Convoquer les entrées à 15 heures, garantir la ponctualité des ambulanciers, téléphoner aux médecins pour le prévenir de l'arrivée des entrées et avancer la disponibilité des lits.
Alors, cette dernière condition, elle reposait sur l'une des solutions qu'on avait formulées ensemble à l'issue du diagnostic, avancer le créneau des sorties. Alors, pour cette solution, de nouvelles conditions ont été négociées. Identifier les sorties la veille, créer un créneau de sortie le matin, en plus de celui de l'après-midi, garantir la ponctualité des ambulanciers, modifier les horaires de l'hôtelière, avancer le prélèvement de la dernière biologie et avancer l'acheminement des courriers et des ordonnances de sortie. Dans plusieurs groupes terrain, les problématiques liées au flux de patients ou à la coordination des médecins ont été verbalisées en tant que contraintes du travail actuel. Alors, par exemple, dans le groupe terrain 4, elles ont été surtout verbalisées par les 5 médecins et les 4 infirmières de jour qui étaient présents. Par exemple, une infirmière de jour a interpellé un médecin sur le retard des courriers et des ordonnances de sortie. Et ce médecin lui a expliqué que ce retard venait en fait de la dictée des courriers et des ordonnances. Voilà, dictée qui était réalisée par les médecins en amont. Autre exemple dans le groupe terrain 7, où les contraintes ont été surtout verbalisées par l'infirmière de jour. À un moment donné, celle-ci a interpellé le médecin sur plusieurs problématiques. Par exemple, le fait que les médecins indiquent les sorties des patients dans le dossier informatisé, mais dans l'onglet des observations médicales et non pas dans l'onglet des prescriptions, ce qui empêchait les infirmières d'être alertées, d'être alertées dans le dossier informatisé. Dernier exemple dans le groupe terrain 8, où une aide-soignante de jour a évoqué la contrainte de changer de médecin référent plusieurs fois par semaine pour la visite. Pendant la phase de projection, les solutions, elles ont cheminé au fil des groupes terrain et des groupes décisionnaires, comme le montrent ces lignes colorées qui ont pu être générées grâce au logiciel Actographe. Donc, une ligne bleue quand la solution est validée, mais après avoir été réajustée, une ligne orange quand elle est validée, mais sous condition, ou rouge quand elle est rejetée, et grise quand elle n'a pas été traitée dans la séance. Alors, à la fin de la phase de projection, 3 solutions ont été finalement éliminées du processus, tandis que 8 solutions ont été validées pour la 4e et dernière phase, la phase d'expérimentation. Alors, j'ai présenté des résultats de cette expérimentation pour toujours la même solution, avancer le poste de l'infirmière de jour. D'après les entretiens rétrospectifs, la solution d'avancer le poste de l'infirmière de jour pour allonger le chevauchement jour-nuit a permis d'officialiser le temps réellement investi par les infirmières pour les transmissions orales. Alors, rappelons que l'avancée du poste de l'infirmière de jour reposait sur des conditions co-construites avec les médecins. Et d'après les entretiens, plusieurs de ces conditions se sont bien concrétisées dans le service. Les entrées ont été davantage convoquées à 15 heures et les infirmières se sont mises à téléphoner aux médecins pour les prévenir quand les entrées arrivaient dans le service. La solution d'avancer le créneau des sorties s'est concrétisée l'après-midi. Ce résultat s'est révélé dans les données chiffrées du contrôle de gestion qui a permis de comparer la période d'expérimentation que vous voyez en vert et la même période de l'année précédente en jaune. On voit bien que davantage de patients sont sortis entre 13 heures et 14 heures et que moins de patients sont sortis entre 14 heures et 15 heures ou bien après 15 heures. D'après les données des entretiens et de la grille d'observation, les sorties ont finalement été mieux anticipées par les médecins pendant la phase d'expérimentation. Davantage de sorties ont été identifiées la veille, ce qui a permis aux infirmières d'anticiper la commande des ambulances. Et quand les résultats d'une biologie conditionnaient une sortie, les médecins ont avancé la prescription. Les entretiens rétrospectifs avec les soignants confirment que le dispositif il a permis d'ouvrir un dialogue avec les médecins sur les problématiques de la situation de travail existante. Ce dispositif, il a également permis d'accéder à la réalité du travail de chacun et de comprendre leurs relations d'interdépendance. Et enfin, il a permis d'engager les différents acteurs du service de soins dans une vraie réflexion collective sur les moyens d'améliorer l'organisation du travail. Et cette réflexion, pour les soignants, elle était finalement plus importante et plus attendue que la conception de nouveaux horaires, finalement. Donc, nos résultats, ils confirment que les problématiques liées à un système horaire sont toujours interdépendantes avec d'autres problématiques liées à la réalité du travail. Et ainsi, l'avancée du poste de l'infirmière de jour, qui était au départ destinée à rallonger le chevauchement jour-nuit, c'était une solution qui n'aurait pas pu être expérimentée sans une réflexion collective, conjointe, sur le flux de patients
et sur la coordination des médecins. En participant à cette réflexion, les acteurs ont pu s'approprier les conditions de réussite qu'ils avaient verbalisées dans les groupes terrain. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles se sont concrétisées dans le service pendant la phase d'expérimentation. Cette concrétisation, elle a été favorisée par la participation des médecins à plusieurs groupes terrain. En tant qu'acteurs de pouvoir, donc les médecins qui sont des acteurs de pouvoir dont l'horloge détermine celle des autres, eh bien, leur engagement dans les dispositifs a permis de transformer des conditions de réussite des solutions en de nouvelles règles pour le service. Donc, conduite en milieu hospitalier, ma thèse, elle confirme que finalement, tout projet de changement qui concerne ou pas les horaires finalement, tout projet de changement, c'est une occasion de redéployer des dispositifs où les règles de l'organisation sont discutées sur la base du travail réel, en dehors de la situation de travail, dans des espaces temps dédiés et par des acteurs qui ne sont pas exposés aux mêmes contraintes. Donc finalement, ma démarche fait écho à la présentation précédente de Philippe Colomba. Dans la lignée des travaux sur les innovations sociales, moi, je propose de considérer la conception du temps de travail comme une innovation sociale qui se situe aussi bien dans le contenu des solutions retenues que dans leur processus de création. Aujourd'hui, la culture de l'innovation, c'est un levier de compétitivité pour toutes les entreprises et en fait, les établissements de soins n'y échappent pas non plus. Pour moi, de nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir pour tous ceux qui s'intéressent à l'amélioration des conditions de travail et qui sont prêts à concevoir des démarches innovantes pour finalement développer des organisations innovantes s'inscrivant en faveur de la qualité de vie au travail. La perspective est d'autant plus intéressante pour le secteur hospitalier dont les conditions de travail sont dans un état préoccupant, comme l'a rappelé Fanny Vincent ce matin, et que la crise sanitaire a mis en relief. Enfin, rappelons qu'en France, les accords du Ségur de la santé signés en 2020 préconisent de restaurer le travail collectif en systématisant les réunions d'échange professionnels. Donc, dans cette perspective, la démarche que j'ai déployée, que je propose à travers ma thèse, elle est finalement au cœur de l'actualité. Donc, il est temps pour moi de passer à l'action avec les moyens que l'on a. Merci de votre attention.